d'accueillir chez vous pour suivre cette émission Vérité des faits sur BRC TV, une émission qui décrypte pour vous l'actualité dans tous les secteurs de la vie, mais aussi dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous avez donc récemment suivi ou entendu parler des événements qui se sont déroulés dans la province de l'Équateur. Alors pour avoir des réponses claires sur vos questions, nous avons reçu pour vous aujourd'hui le gouverneur de la dite province. Il s'agit de M. Bolamba Tony Cassius. Bonjour gouverneur. Madame, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment se porte la province de l'Équateur? La province de l'Équateur se porte bien, dans les calmes. C'est une province qui va avancer et qui est en train de faire ses pas pour accompagner la République dans sa montée des marches. Est-ce qu'il se porte bien dans tous les domaines et le gouvernorat? Affirmatif, absolument. Tout va très bien. La santé du gouverneur le prouve d'ailleurs. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu de ce que vous dites avec tout ce qu'on a vécu récemment, les démissions en cascade dans votre province? Je suis convaincu de ce que je dis parce que la population accompagne les gouverneurs et ses équipes dans la montée des marches que nous avons engagées depuis le 26 mars lors de mon élection et le 9 avril lorsque j'ai été investi par le président de la République et 7 mai lorsque mon premier gouvernement a été investi. Nous faisons des pas à notre rythme avec les difficultés que nous avons trouvées. Et je ne serai pas là pour critiquer les difficultés, je suis là pour les réparer. Chaque gouverneur avait franchi un pas et moi je continue là où chaque gouverneur s'est arrêté. Et voulez-vous nous dire qu'un gouvernorat qui se voit amputé de 5 ou 7 de ses membres n'a pas subi un déséquilibre quelque part? Le gouvernement central aussi a vu ses membres partir dans les G7. Le président de la République n'a pas subi de déséquilibre. C'est comme le gouverneur Bolamba, ni son gouvernement n'a subi de déséquilibre. Avec le départ de ces 5 ministres ou 7 ministres. Le départ, la démission, c'est un acte volontaire. Chacun est libre de partir et chacun est libre d'accepter de venir. Donc nous ne serons pas là pour retenir les gens. Nous serons là pour mener la vision que nous avons tracée pour la province, la vision qui a fait que nous soyons aujourd'hui gouverneurs, la vision qui accompagne la République dans la vision du développement et de la modernisation voulue par le président de la République. Donc nous adhérons et nous amenons le développement. Vous arriverez à Mbandaka, vous verrez les signaux du développement et dans 2-3 ans, si nous continuons encore à garder cette stabilité de paix dans la République, l'Équateur fera beaucoup de progrès, attirera les investisseurs pour qu'elle retrouve sa place dans les concerts des provinces dans la République. Monsieur le gouverneur, on vous accuse de mégestion, de confiscation de biens de l'État. On dit même que vous utilisez l'argent de l'État pour vos fins personnelles. Toutes ces accusations sont fausses? Chacun est libre de dire ce qu'il veut, ce que nous voulons et que nous ayons une gestion saine. Si remettre l'argent de la République dans la caisse des trésors, c'est ça confisquer les biens de l'État, chacun est libre de penser comme il veut. Nous sommes là dans la sérénité et nous continuerons à amener les progrès que nous voulons pour l'Équateur. Nous continuerons à améliorer les conditions de vie de nos populations comme nous pouvons. Le monde entier traverse des difficultés. Ce n'est pas propre à l'Équateur ni en RDC. Depuis la crise des subprimes, le monde ne s'est pas relevé. Nous avons encore connu la chute des matières premières, le monde est en difficulté. Nous essayons d'harmoniser notre point de vue avec le gouvernement central. Les provinces ne peuvent toujours pas compter sur le gouvernement central, raison pour laquelle nous souhaitons que cette stabilité politique et pacifique du pays puisse continuer afin d'attirer les investisseurs et faire décoller nos provinces. On vous entend parler, on peut conclure que vous êtes le gouverneur mal aimé parce qu'il n'y a pas très longtemps, on vous aurait accusé d'avoir retrouvé un comptable détourneur dans votre coffre de véhicule. Non, je ne dirais pas que je suis le gouverneur mal aimé, j'aime pas jouer à la victime. Ce sont ceux qui m'accusent qui sont des victimes de leurs propres accusations. Le gouverneur est là, il continue son chemin, il continue les chemins de la modernisation pour accompagner la République dans sa longue marche vers l'épanouissement, vers la liberté totale de la République. Et justement, juste avant toutes ces démissions, en fait, vous avez pratiquement tenu un meeting avec un discours qualifié de républicain. Est-ce que ce discours n'avait pas un caractère dissuasif? Non, mon discours n'avait pas un caractère dissuasif. J'ai été élu par un programme nommé Gouvernons ensemble.
Raison pour laquelle j'avais appelé tout le monde. Bon, les membres qui sont partis de mon gouvernement sont de l'opposition. Si l'opposition a choisi de partir de mon gouvernement, ils sont déjà remplacés d'office par les filles et fils qui veulent contribuer au développement du pays. Donc il n'y a eu que des opposants qui sont partis de votre gouvernement, pas ceux de votre famille politique, de la majorité? Il n'y a eu que des opposants qui ont démissionné? Il y a eu membres du MLC, membres du G7, du MSR, les membres du Rassemblement, le Dynamique, qui sont partis. Et je ne serai pas là pour les retenir. La démission, c'est un acte volontaire, chacun de nous est libre. Moi, je souhaiterais d'ailleurs vivement que cette émission, nous puissions évoquer beaucoup plus les perspectives d'avenir pour l'Équateur, les perspectives d'avenir pour la République. C'est ça qui est très important pour la population de l'Équateur, c'est ce qui est plus important pour la République. Oui, évidemment, mais le public ou la population congolaise a suivi. Évidemment, on va y arriver, ne soyez pas pressés, on va y arriver. On avance petit à petit. Je suis quelqu'un de très patient, madame. Ok. Visiblement, vous êtes vite passé à autre chose. Déjà, les démissionnaires ont été remplacés. Êtes-vous sûr d'avoir cette fois-ci, au sein de votre gouvernement provincial, des personnes consciencieuses, compétents et républicains, comme vous aimez le dire? Bon, je ne serai pas là pour juger les gens. Je suis là pour avoir des membres d'un gouvernement pour que nous puissions conduire la province ensemble. Comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas un gouverneur qui a des ministres derrière lui ou le peuple derrière lui. Je suis un gouverneur qui a les ministres à côté de lui. Ensemble, nous voyons dans la même direction et avançons. Ceux qui ne voient pas les choses dans la même direction que nous voulons amener la République, nous voulons amener la province pour le bien de la République, chacun est libre de partir. Mais dans certains médias, vous avez laissé entendre que seuls les non-consciencieux, les non-républicains qui ont décidé de partir. C'est pourquoi on veut savoir si vous avez réellement, cette fois-ci, remplacé des républicains et des consciencieux, mais aussi des compétents. Des consciencieux et des républicains. Raison pour laquelle je sers mon pays avec abnégation et sans état d'âme. Ceux qui adhéreront à cette vision, nous marcherons ensemble. On va passer à autre chose, monsieur le gouverneur. Votre province est également issue de la décentralisation. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place comme stratégie pour répondre aux exigences de cette décentralisation? Nous, comme je disais tantôt, avant d'être élus, nous avions un plan. Dans un programme nommé Gouvernons ensemble. Déjà la cohésion au sein de la province, le calme dans notre province, ce sont des facteurs positifs que nous avons su mettre à notre actif. Nous avons un projet de voirie, de réaménager nos routes. Nous avons des projets d'éclairage public que nous avons déjà commencé à mettre en place. Le processus va continuer jusqu'en décembre. Nous avons un projet de réfectionner certains de nos centres de santé. Nous avons un projet d'alléger certains parents qui sont en difficulté matérielle dans les études de leurs enfants. Dans tout ce projet, ils sont déjà mis en place pour répondre aux exigences de cette décentralisation. Nous sommes en train de faire un processus. N'oublions pas que ça fait que 4 mois que notre gouvernement est là, avec beaucoup de difficultés parce que nous avons trouvé la province dans un contexte difficile mondial qu'est subi la République. Donc nous sommes en train de restructurer. Et j'ai la conviction, quand vous viendrez chez nous, vous verrez que les signaux positifs du développement que nous voulons amener, du progrès que nous voulons amener pour notre province est là. Les défis sont majeurs à l'Équateur, mais quels sont les défis principaux que l'Équateur doit relever avec vous à sa tête? Vous savez, madame, j'ai toujours dit, nous avons la priorité. Dans la priorité, nous avons les priorités. Dans le priorité, nous avons le priorité des priorités. Dans le priorité des priorités, nous avons des urgences. Actuellement, je suis en train, avec mon équipe, de répondre aux urgences. Rétablir les routes petit à petit, mettre l'électricité, mettre l'éclairage public petit à petit, parce que souvent, l'obscurité est facteur d'insécurité et crée des milieux criminogènes. Donc, nous voulons que la ville de Mbandaka, après nous entrons dans les territoires, puisse être éclairée. Si nous diminuons la criminalité, les désordres, cela va nous aider à faire des économies d'investissement, par exemple pour
la sécurité, la police, tout ça. Donc le défi majeur pour l'Équateur, c'est baisser la criminalité. C'est la porte d'ouverture, en tout cas. L'énergie. Défi majeur, l'Équateur, c'est l'énergie. Raison pour laquelle je suis beaucoup plus focalisé sur les problèmes de l'éclairage public et sur les déficits d'énergie. Résoudre les problèmes d'énergie afin que nous puissions avoir quelques industries de transformation. J'ai vu dans certains pays africains où les bois est transformé sur place, créant des papiers, fait naître des emplois. L'énergie, et grâce à l'énergie, si nous avons tel que nous voulons, parce que là nous avons un projet à court terme où nous aurons bientôt un parc solaire qui va nous donner jusqu'à 5 MW, mais nous avons commencé d'abord par 1.6. Donc les projets bientôt c'est en cours. Dès que nous aurons les signatures des protocoles, nous allons les mettre en exécution. Mon plus grand souci majeur, c'est résoudre les problèmes d'énergie. Ça, c'est le souci majeur. Et l'énergie va gérer beaucoup de problèmes. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui une certaine source d'information aussi pour nos journalistes. Dans vos publications que vous faites sur les réseaux sociaux, on voit tout le temps que vous êtes entouré de la population. Par là, vous voulez faire croire aux gens ou montrer que vous êtes un gouverneur de proximité? Non, je ne vais pas faire croire aux gens. Je suis un homme de proximité. Je suis un socio-libéral. Vous le dites, en dehors de ces images, qu'est-ce qui le prouve? Vous venez à l'Équateur. Si on a des élections demain, c'est la population qui répondra à votre question. Donc si on arrive à l'Équateur, on comprendra que le gouverneur Boulamba est un homme de proximité. Non, j'ai dit, si nous avons des élections demain, c'est la population qui répondra à votre question. Par les résultats que j'obtiendrai aux urnes. Ok, monsieur le gouverneur, on est en train de chuter petit à petit, mais on va parler du dialogue dont l'accord politique doit être signé ce mardi à la Cité de l'Union africaine, si elle n'est déjà pas en cours, cette signature. Un mot sur le dialogue? Je suis très très content de l'issue qu'a pris le dialogue, parce que les résolutions du dialogue, j'ai lu un texte qui reste ouverte aux partis politiques, sociétés civiles qui veulent bien y adhérer. J'appelle d'ailleurs vivement nos compatriotes qui n'ont pas pris part aux travaux et qui restent encore hésitants d'y adhérer afin que les pays puissent continuer son processus dans la paix et dans la tranquillité, ce qui permettra de rassurer les investisseurs de continuer leurs investissements pour que nous puissions nous développer. Parce que j'ai toujours dit aux gens, dans le monde, on ne vit pas pour la raison. Des fois, il faut vivre pour la compréhension. C'est la compréhension qui fait que nous puissions faire de nos divergences des convergences pour le bien de la République. Mais dites-nous, monsieur le gouverneur, vous avez dit tout à l'heure que vous lancez un appel à ceux qui sont dehors. Il n'est déjà pas trop tard, parce que l'accord se signe aujourd'hui. Oui, mais dans l'accord, ils ont dit que c'est applicable, ou ceux qui veulent rejoindre les applications, les résolutions, pardon, sont libres, sont bienvenus. On va revenir sur cet accord, mais malgré qu'il y aura signature ce mardi, l'Union européenne a déjà appelé à ce qu'ils appellent deuxième ronde du dialogue. Qu'est-ce que vous pensez de cet avis de l'Union européenne? Bon, chacun de nous est libre d'appeler deuxième ronde, troisième ronde. L'essentiel est que nous menions le pays dans la paix pour continuer la voie que le pays est en train de suivre actuellement, la voie de paix pour le bien de la République et de nos populations. Oui, il est vrai que chacun de nous est libre de le faire. Vous savez que l'Union européenne, Belgique, France et tout le reste ont quand même ont menacé la RDC à un moment, et d'autres qui ont même donné des sanctions à la RDC. Et vous pensez que leur avis passera comme ça inaperçu? Non, apparemment, ils rejettent tout ce qui s'est fait au dialogue. Je ne dis pas que leur avis passera inaperçu. J'ai dit que cette rencontre de l'OIA, de la cité de l'OIA, a été voulu par le président de la République, accepté par la majorité et l'opposition. Une certaine frange de l'opposition. Oui, madame, la majorité est définie, mais dans l'opposition, il y a les oppositions. C'est comme l'intelligence. On a l'intelligence et on a les intelligences qui sont dans l'intelligence. C'est comme la liberté. Dans la liberté, il y a le liberté. C'est comme dans l'opposition, il y a les oppositions.
Donc certains qui sont de l'opposition sont venus signer les accords avec la majorité qui est elle définie. Sans le parti qu'on considère comme parti le plus grand d'opposition, l'UDPS et ses alliés qui font maintenant le rassemblement. Mais d'après vous, l'opposition c'est quoi? L'opposition, ce n'est pas adhérer à la vision. Moi d'ailleurs, j'aime pas trop les mots opposition. Et quoi à la place? Parce que chez nous, souvent l'opposition en Afrique, je l'ai toujours dit, c'est comme si c'était l'antagonisme. Donc je ne suis pas dans ça. Je préfère dire une partie de ceux qui ne partagent pas la même vision que ceux qui dirigent actuellement le pays. Une partie était là. J'ai vu ceux qui ne partageaient pas la vision de la direction actuelle du pays, comme l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, était là. J'ai vu le gouvernement Makila là. Qu'on accuse d'avoir rejoint la majorité. J'ai vu M. Sami Badibanga, chef de file de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, est là. Non, je ne vois pas pourquoi certains seraient qualifiés de plus opposants que les autres. Personne n'a l'exclusivité. Évidemment, personne n'a l'exclusivité, mais vous n'ignorez pas que le parti d'Etienne Tshisekedi est quand même un grand parti de l'opposition dans ce pays. Quand on parle de l'opposition, ici comme ailleurs, les gens pensent d'abord à Etienne Tshisekedi comme grand opposant depuis. Bon, je ne sais pas. Quand on parle de l'opposition, on parle de ceux qui ne sont pas d'accord. Oui, mais déjà de la parce façon que dont vous avez cité Kamerhe et les autres. Kamerhe est accusé d'une certaine manière. J'ai cité les gens, les personnalités qui ont participé. Évidemment, mais il fait partie de l'opposition. Il est venu en tant que membre de l'opposition de l'UNC au dialogue, mais il y a déjà certaines personnes qui doutent de l'identité de Vital Kamerhe maintenant. Bon, moi, je ne serais pas là pour douter de l'identité. Il a retourné simplement dans sa famille politique. Je ne serais pas là pour douter de l'identité du gouverneur Makila, l'identité j'ai vu l'honorable Sami Badibanga était là. Je ne serais pas là pour douter de l'identité politique de l'honorable Jean-Lucien Boussa. Donc les accords ont été signés. Maintenant, c'est à nous, les Congolais, d'avoir notre part des responsabilités. Parce que nous devons plus nous comporter en citoyens de ces pays qu'en opposants ou en homme de la majorité. Nous devons beaucoup plus voir la République. Mais pensez-vous que cet accord qui est signé aujourd'hui, qui ramène les élections en avril 2018 et tout, va faire l'unanimité? Dans la vie, on ne fait pas l'unanimité. Vous m'avez posé des questions tantôt que j'étais souvent attaqué. Moi, je ne me sens pas comme victime d'ailleurs. Ceux qui m'attaquent sont victimes de leurs propres attaques. Le Christ, fils de Dieu, n'a pas fait l'unanimité, il a été crucifié. Donc dans le monde, on ne peut pas faire l'unanimité. L'essentiel, le Christ a été crucifié pour... Moi, je parle en tant que chrétien, pour donner la vie. Donc, ceux qui ont signé les accords, même s'ils ne feront pas l'unanimité, l'essentiel, les accords ont été signés. Madame, dans la vie, il faut aller à l'essentiel. Le plus important dans la vie, c'est l'essentiel. Aller à l'essentiel. Les accords ont été signés ou qui sont en train de signer pendant que nous sommes en train de parler ici. Mais dites-nous, monsieur le gouverneur, déjà demain, le 19 octobre, l'opposition, le rassemblement réuni se dit qu'il y aura appelé, au fait, à une ville morte et l'AMP avait prévu une marche pour ce même 19 octobre, mais le gouverneur de la ville a refusé de fléchir vu qu'il avait déjà pris une décision sur les manifestations publiques. Pensez-vous que la journée de demain sera réellement ville morte? Est-ce que ça va marcher cette fois-ci pour l'opposition? Évidemment, vous n'êtes pas porte-parole de l'opposition, mais dites-nous ce que vous en pensez. Bon, moi, j'ai toujours dit, s'il y a une journée morte, ville morte, pardon, qui subit quoi? La population ou les politiques? Donc le plus important est que nous sachions quels sont les résultats, qu'est-ce qui gagne la population dans tout ça, dans cette démarche. Moi, quand j'ai fait des analyses ou quand je mène des actions, je regarde beaucoup plus la population que mes sensibilités politiques ou partisanes. Donc je regarde beaucoup plus la population, raison pour laquelle je demande que nous soyons beaucoup plus du côté des avis de nos populations que du côté de nos égos
et ce pour le bien de la République. Mais ce même rassemblement parle aussi de la population. Ils ont dit que la population va montrer le 19 lorsqu'on donnera un carton jaune au chef de l'État. Oui, mais personne n'a l'exclusivité d'avoir la population avec lui ou avec elle. Donc le plus important pour nous est que les pays puissent avancer dans un esprit pacifique, dans un esprit citoyen et républicain. On va chuter par l'Équateur, monsieur le gouverneur. Un message à vos administrés? Je dirais à mes compatriotes, frères et sœurs de l'Équateur, de garder le calme, comme je leur ai toujours demandé. L'Équateur est en train de monter ses marches avec sérénité, avec une vision de paix, de démocratie et du développement. Nous allons garder le calme parce que les désordres, les pillages font régresser les pays. Comme ils savent, nous avons un slogan chez nous, calme à Bakanja, qui veut dire, même si quelqu'un vous insulte, vous ne répondez pas. Quelqu'un vous tape, vous ne répondez pas. Il faut aller à l'essentiel. Bakanja voulait aller au paradis, aujourd'hui il est bien heureux. Ok, merci monsieur le gouverneur Tony Bolamba Cassius d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Et à vous qui nous avez suivis, merci de nous rester fidèles. On vous donne rendez-vous très prochainement pour cette émission Vérité de fait. Au revoir.